مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في مال المغرب من Washington on Median TV. Thanks as always for joining us. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Median TV. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Au cours des 5 dernières années, le Maroc a souvent mis en garde contre les menaces posées par l'Iran à la sécurité et à la stabilité en Afrique du Nord. En 2018, le Royaume du Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran à cause de la connivence avérée et du soutien militaire de son allié, le mouvement Hezbollah, au Polisario. En 2022, le représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel, a fourni une lecture marocaine de la résolution onisienne sur le Sahara en déclarant que ces fournitures de drones constitueraient, je cite, un game changer sur le plan militaire et que le Maroc réagirait en conséquence et d'une manière appropriée. En outre, ces dernières semaines, des informations ont fréquemment circulé selon lesquelles l'Iran avait bien fourni des drones à la fois à l'Algérie et au Polisario. Le quotidien américain Boston Herald a publié un article confirmant que l'Iran, en collusion avec l'Algérie, fournissait au Polisario des drones kamikazes. Il y a quelques semaines, le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, s'est rendu au Maroc. Au cours de cette visite, la question de la pénétration irakienne en Afrique du Nord a bien sûr été abordée. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous essaierons donc de voir quelles sont les conséquences de ces développements pour le Maroc et la région, comment Rabat doit réagir et que devraient faire les États-Unis et les alliés du Maroc pour soutenir le royaume. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 invités. Ils connaissent bien le régime iranien, son programme d'armement et ses actions hostiles qui affectent la stabilité en Afrique du Nord. Notre premier invité est le docteur Llewellyn King. Il est l'auteur d'un article qui a été publié par le Boston Herald. Le docteur King est un expert des questions d'énergie et de sécurité qu'il suit et analyse depuis près de 50 ans. Il a travaillé pour le compte de Time Magazine, du Washington Post et il est aujourd'hui chroniqueur pour le magazine Forbes. Nous aurons également la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui l'ambassadeur Lincoln Bloomfield, qui est expert des questions de défense, de sécurité nationale, des marchés des armes et de l'Iran. L'ambassadeur Bloomfield a été secrétaire d'État adjoint aux affaires politico-militaires de 2001 à 2005 et secrétaire d'État adjoint aux affaires du Proche-Orient et de sécurité internationale. Parmi nous également, dans cet épisode, le docteur Ramesh Separad, auteur d'origine iranienne. Elle est enseignante-chercheur en cybersécurité à l'Université du Connecticut et professeure au Centre d'études sur le Moyen-Orient à l'Université de Baltimore. Madame Separad est aussi présidente du comité consultatif de l'Association des Iraniens américains, qui compte plus de 40 succursales aux États-Unis. Et pour commencer notre discussion sur cette vaste question, je vais commencer par donner la parole, comme il est de coutume, sur ce plateau à notre chroniqueur Georges Lindrit. Georges, il semble que l'Iran, en connivence avec l'Algérie, ait réussi à transférer des armes meurtrières qui constituent une menace pour toute la région, non seulement en Afrique du Nord, mais aussi pour les États-Unis et l'Europe. Alors, qu'attendez-vous de la réaction du Congrès et de l'administration américaine face à ces derniers développements ? To this development. Écoutez, j'espère qu'ils prennent ces menaces au sérieux. Une réponse ferme est absolument nécessaire. J'ai entendu certains dire qu'en raison de l'engagement des administrations Obama et Biden à achever la signature de l'accord nucléaire avec le régime iranien, cette administration pourrait être lente à réagir et même si elle répond, la réponse pourrait n'être pas à la hauteur, mais je pense que ces préoccupations vont disparaître après une réponse ferme du Congrès américain. Et je sais qu'il y a des membres du Congrès des 2 partis qui feront pression sur l'administration pour qu'elle réponde rapidement et de manière appropriée. Et j'espère vraiment qu'ils le feront. Franchement, il y a des législateurs européens qui sont conscients des menaces contre le Maroc. En raison de leur proximité géographique, ces législateurs ont leurs propres craintes, surtout après que la Russie a utilisé des drones
iraniens contre l'Ukraine. De plus, des rapports confirment que les drones iraniens ne sont qu'à quelques heures de nos côtes. Par conséquent, les États-Unis et l'Europe ont de bonnes raisons de soutenir le Maroc car il s'agit avant tout d'un allié majeur. Got it. Okay. Let's go now. Bien, passons maintenant au docteur Llewellyn King, qui est l'auteur de l'article du Boston Herald sur les drones iraniens. Dr King, pouvez-vous nous éclairer sur le potentiel de l'Iran dans le domaine de la technologie des drones et pourquoi est-ce si inquiétant? Well, I think that's so, and the fact is that they were very early in the drone business with very primitive. Je pense que c'est dangereux parce que l'Iran a été un pionnier dans la production de drones. Il a commencé par des moteurs primitifs pendant sa guerre contre l'Irak, principalement dans des missions de reconnaissance. But the Iranians, who we should not underestimate their technological abilities, they're gifted people. L'Iran n'avait pas d'armes létales et il n'était pas avancé à l'époque. Mais les Iraniens, qui ne sous-estiment pas leur capacité technologique en tant que peuple talentueux, ont réalisé que ces drones avaient un potentiel énorme. Possibly of nuclear weapons. I know something about nuclear weapons, and I think they're very, very close to having one. But they Alors que le monde était préoccupé par de nombreux aspects de l'armement iranien, en particulier le développement d'armes nucléaires, car ils étaient sur le point d'en produire, les Iraniens ont réalisé à quel point le monde était préoccupé par cela. Et ils ont ainsi l'opportunité de fournir à leurs mandataires en dehors de l'Iran, d'une manière plus efficace et efficiente, non seulement de l'argent pour répandre l'instabilité et monnaie des guerres, mais aussi en leur fournissant des armes appropriées. Il semble que l'arme préférée soit devenue les drones qui changent la donne partout, mais c'est plus dangereux quand l'Iran les fournit à des partis qui ne représentent pas des pays comme ses mandataires de groupes terroristes. Et c'est un rêve auquel les terroristes, il est impossible que les membres du Polisario soient en mesure de vaincre le Maroc en utilisant des drones. De plus, l'utilisation des drones de ces partis est malheureusement une mauvaise évolution pour l'Afrique du Nord. or potential drone warfare into North Africa. Okay, well, so Iran obviously has an interest in D'accord, on comprend que l'Iran ait intérêt à exporter les drones qu'il fabrique, mais comment expliquez-vous la décision de l'Algérie de faciliter l'entrée de ses armes en Afrique du Nord? En quoi cela sert son intérêt? Quels sont ses calculs? I think it's opportunistic. I think that Algeria, Je pense que cela constitue un comportement opportuniste du gouvernement algérien et son rapprochement avec l'Iran convient parfaitement à ce gouvernement. Il y a beaucoup de pays qui ont trouvé que l'expérience d'un monde bipolaire qui prévalait dans le passé a montré que l'émergence d'une troisième puissance dans un monde multipolaire semble servir davantage leurs intérêts et leurs objectifs. seems to serve their purposes more. Well, thank you for that, Dr. King, and thank you for Dr your King, je vous remercie pour votre contribution sur un sujet si important. Je me tourne à présent vers notre invité qui est avec nous sur le plateau, l'ambassadeur Lincoln Bloomfield. Dr. King mentioned this a little bit, but Lincoln, nous avons vu dans les récents conflits en Ukraine, en Libye, au Yémen et en Éthiopie l'impact des drones, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur les civils, comme le Dr King vient de le rappeler. my question for you is Alors je voudrais vous demander quels sont les risques suscités par ces ventes de drones iraniens à l'Algérie qui les destinent aux miliciens du Polisario. À quel usage sont-ils programmés et quel en serait l'impact pour la région? what would that mean for the region? Well, Adam, obviously I don't have a crystal ball as to how they will use Il est clair, Adam, que je n'ai pas de boule magique qui révèle comment ils peuvent utiliser ces drones. Mais ce dont nous avons été témoins, en particulier au Moyen-Orient et dans la région du Golfe, à travers ce que nous avons entendu des dirigeants du Central Command au cours des 4 dernières années, surtout après la destruction de la raffinerie de pétrole saoudienne avec des missiles et des drones. Et on ne savait pas au début la source de l'attaque qui était très précise et d'une longue portée. Leur jugement à ce sujet était que la guerre des drones est devenue plus dangereuse.
d'autant plus qu'il n'y a pas de bonne riposte à cette guerre. Il est vrai qu'il existe des armes avancées telles que les missiles patriotes et le dôme de fer développés par Israël, mais elles sont très chères. Il s'agit d'une arme qui coûte à partir de $100 000, alors que les drones peuvent être produits à moindre coût. L'Iran comprend ce fait de sorte que les drones que nous voyons utilisés aujourd'hui en Ukraine sont devenus une arme de guerre qui peut cibler un véhicule militaire ou un soldat, mais peut avoir un impact négatif sur le tourisme et peut faire la une des journaux, ou peut être utilisé pour obtenir des revendications politiques. Nous avons mené une étude de Stimson Center il y a plusieurs années qui a conclu qu'il y a 72 pays qui produisent des drones et que certaines parties, qui ne représentent pas forcément des pays, ont également commencé à fabriquer des drones. D'ailleurs, le département américain de la Défense travaille actuellement sur un programme visant à développer une solution pour affronter ces drones, qu'il teste dans le sud-est des États-Unis, où de nombreuses entreprises ont proposé différentes solutions, comme abattre des drones avec des armes, ou des impulsions électromagnétiques, ou les attraper avec un filet, ou brouiller ces drones. All right. I'm going to ask Dr. Separad a question, and then we'll get to your answer after the break. You're intimately familiar. Je vais maintenant adresser mes questions au docteur Separad qui répondra après une courte pause. Asymmetric warfare, right? Vous savez pertinemment que le régime iranien des mollahs a une longue histoire de guerre par procuration à travers l'utilisation de mandataires comme le Hezbollah, les Houthis et le Polisario pour réaliser leurs programmes extrémistes. Jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis et leurs alliés n'ont cessé de restreindre le pouvoir de l'Iran. Maintenant, pensez-vous que la décision de Téhéran de transférer la technologie des drones à l'Algérie et au Polisario pourrait changer la donne ? Quelle réaction occidentale ce précédent devrait-il susciter et comment pourrait-il se traduire ? Nous entendrons la réponse du docteur Ramesh Separad après une courte pause. Mais il faut d'abord souligner qu'il est clair et sur la base de ce que nous avons entendu du docteur Llewellyn King et de l'ambassadeur Lincoln Bloomfield que ces avions sont meurtriers, difficiles à affronter et que le fait de les introduire dans cette région constitue une escalade majeure de ce conflit artificiel qui est, je le rappelle, entretenu par l'Iran et l'Algérie. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur la question des ventes de drones iraniens à l'Algérie qui les destinent aux milices du Polisario. Notre invité, le docteur Ramesh Separad, va nous donner sa réponse sur ce que le Maroc pourrait faire pour répondre à cette dangereuse escalade. Docteur, nous vous écoutons. Oui, je pense que l'Occident pense que l'Iran est dans la meilleure phase pour assumer ses responsabilités. Mais ce à quoi l'Occident devrait prêter attention, c'est que cela fait 6 mois maintenant qu'il y a des manifestations en Iran et que ces manifestations ont clairement affaibli le régime des mollahs. Tout ce que ce régime fait en Afrique du Nord, c'est de camoufler ce qui lui arrive sur le plan intérieur. Si vous voulez voir le dilemme iranien plus largement, on notera en fait qu'il y a 2 critères. Le premier, c'est le programme nucléaire et le second, c'est l'expansion iranienne dans la région et l'acquisition de nouvelles zones d'influence au Moyen-Orient, y compris en Afrique du Nord. Le plus important de ces facteurs, ce sont les protestations internes dans plusieurs provinces iraniennes appelant à la mort de Khamenei. Votre invité a parlé du Congrès et de ses réactions au développement et je dis que le Congrès américain a été clair à ce niveau et plutôt consensuel contre le régime. D'ailleurs, il y a la résolution numéro 100 de la Chambre des représentants qui appelle à un Iran exempt d'armes nucléaires et au règne des mollahs pour un changement politique à l'égard de l'Iran. Voilà qui donne à cette administration une position plus puissante à l'égard de l'Iran et qui lui donne aussi le leadership de la coalition internationale contre l'Iran. Okay. So there's a sort of short-term
Alors, selon vous, il est urgent de se tenir aux côtés du Maroc et de lui fournir une assistance à moyen et long terme, et ce jusqu'à ce qu'il y ait un changement de régime en Iran. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Lincoln, concentrons-nous maintenant sur le court terme. Aujourd'hui, le Maroc est confronté à un danger évident face à ce nouvel arsenal introduit dans la région. Et le Maroc n'est pas le seul pays menacé. Comme l'a dit Georges, l'Iran peut atteindre des cibles en Europe et sa présence sur la côte atlantique constitue une nouvelle menace, ou plutôt une ligne rouge pour les États-Unis. Alors j'ai deux questions à vous poser. Vous qui avez une expertise reconnue en matière de drones militaires concernant leur capacité de destruction, je voudrais vous demander quelle est votre évaluation de ce danger et quelle devrait être la réponse américaine à votre avis. En vertu de votre expérience dans le domaine de l'armement, pensez-vous que les États-Unis devraient fournir un soutien militaire au Maroc pour protéger son territoire? Et si la réponse est oui, quelle forme ce soutien devrait-il prendre? Les États-Unis entretiennent une relation de défense avec le Maroc depuis que j'étais un fonctionnaire subalterne au département de la Défense. Et j'ai préparé tous les manuels qui ont été utilisés lors des premiers exercices militaires avec le Maroc près de Fès et d'Ifrane, et ce fut une occasion inoubliable. Le chef d'état-major américain, le général Milley, s'est rendu au Maroc. Et je suis sûr que le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique a également surveillé la situation là-bas. Il est également préoccupé par la propagation de ces armes à l'intérieur de l'Afrique à partir de cette nouvelle source de danger. De même, ils sont préoccupés dans le commandement des États-Unis pour l'Afrique par la sécurité maritime, car la route maritime de la côte atlantique est un passage très important. Mais si le Polisario devait lancer une attaque majeure contre un navire de commerce appartenant généralement à plusieurs pays, la réponse ne serait pas simplement de se défendre contre un petit drone, mais ça serait une riposte de représailles pour dissuader le Polisario et le punir de manière à ce qu'il n'ose pas répéter une telle attaque. Nous n'avons pas d'armes pour affronter un petit drone, mais nous avons d'autres moyens de punir le terrorisme soutenu par l'État. Et je pense que la docteure Ramesh a soulevé un très bon point, à savoir, imaginez si l'Iran ne faisait pas cela et n'envoyait pas de drones vers le Hezbollah, et imaginez si l'Iran n'avait pas un réseau chiite qui agit comme mandataire. Qu'allait-il se passer? Tous ces jeunes hommes en Iran regardaient leurs sœurs et leurs filles se révolter contre le régime des mullahs. Un régime qui s'inquiète des révolutions du printemps arabe en Afrique du Nord et essaye de nous distraire avec des actions terroristes, un développement d'armes nucléaires et toutes les autres choses pour nous empêcher de nous concentrer sur les conditions que ce régime a atteintes. Et je suis d'accord avec Ramesh quant à cela. Permettez-moi de vous poser une autre question. Vous avez dit que si le Polisario utilisait des drones, la réponse serait dure et coûteuse pour lui, ce qui pourrait donc se retourner contre le Polisario. Mais qu'en serait-il de l'Algérie? Peut-on isoler l'Algérie d'une réponse militaire au Polisario, ou l'Algérie doit-elle, elle aussi, en payer le prix? Il est clair qu'il faut se méfier d'un pays comme l'Algérie qui a le potentiel pour devenir un bon acteur avec les pays voisins. Mais ce pays a pris le mauvais chemin. Par conséquent, il faut montrer que ce chemin ne sera pas toléré. Car il ne s'agit pas seulement d'une attaque contre le Maroc, mais les Nations Unies ont investi pendant des décennies dans des efforts de médiation pour résoudre le problème du Sahara. Et ils ont une mission qui a duré des années. Donc cela représente une attaque contre les Nations Unies et l'ordre mondial également. C'est pourquoi toutes les parties concernées soutiennent le Maroc dans cette affaire, car cela constitue également une attaque contre le rapprochement du Maroc avec Israël. Ainsi, quand on voit tout cela, on se rend compte que l'Algérie a un choix stratégique. L'avenir de l'Algérie réside dans son peuple et le développement de son économie. Ce pays qui a un potentiel économique et commercial dont on peut tirer parti, mais ce qui se passe entrave tout cela. Right. Dr. Ramesh, you talked about the U.S. Congress being clearly on the side Dr. Ramesh Seperad, of the change of regime vous avez parlé du Congrès américain qui vise clairement un changement de régime en Iran.
De son côté, l'ambassadeur Lincoln a évoqué le fait que l'Algérie doit choisir son camp. Elle doit dire si elle préfère passer dans celui des puissances mondiales libres ou si elle compte rester dans celui des régimes voyous et terroristes. Alors je voudrais vous demander, que peuvent faire les États-Unis et leurs alliés arabes pour faire pression sur Alger afin qu'elle détermine son choix et pour influencer les alliés potentiels de l'Iran et leur faire comprendre que le régime des mollahs n'est pas fiable? Absolutely. And I think Algeria is actually bidding on a losing horse here. I think the first move that the international community can take, in fact, America is already there, is by enlisting the Absolument. Et en fait, l'Algérie mise ici sur le mauvais cheval. Je pense que la première mesure à prendre par la communauté internationale est de qualifier les gardiens de la révolution d'un groupe terroriste. Nous devons nous rappeler que les armes de drone sont aujourd'hui un outil des gardiens de la révolution et ils les utilisent pour tous leurs programmes et objectifs dans la région. Par conséquent, la nature terroriste de cette organisation doit être soulignée. And first, I would say, start off with the JCPOA talks. Walk away from the negotiation. Les États-Unis peuvent mener cette affaire en exigeant de leurs alliés qu'ils sortent des négociations avec ce régime aux mains tachées de sang des Iraniens. Et si un accord est conclu avec ce régime, les États-Unis auront signé un accord avec un régime sanguinaire. En fait, les États-Unis peuvent mener une campagne de pression sur l'Algérie par le biais de ses alliés et confirmer que l'équation est claire. Soit s'aligner sur la communauté internationale qui veut la démocratie pour l'Iran, soit se tenir avec le mauvais cheval, le régime iranien. Lincoln, sur ce même point, j'ai deux questions à vous poser. Parlez-nous tout d'abord de la visite du général Milley au Maroc. Je rappelle qu'il est le plus haut responsable militaire américain à s'être rendu dans la région durant le mandat de l'administration actuelle. Alors, vous qui avez occupé de hautes fonctions au Pentagone, quelle lecture faites-vous de cette visite et que peut-on en attendre? Je voudrais aussi connaître votre avis sur ce que vient de dire le docteur Ramish. Croyez-vous à cette révision de l'accord nucléaire entre l'Union européenne, l'Iran et les États-Unis? Et selon vous, sommes-nous vraiment sur le point de voir les Européens qualifier, à l'instar des États-Unis, les gardiens de la révolution en Iran comme un groupe terroriste? Okay, I think General Milley's visit to North Africa sends an important signal to Washington. Je pense que la visite du général Milley en Afrique du Nord envoie un message clair aux responsables à Washington. Lors de son retour, il engagera une discussion de haut niveau au département de la Défense pour déterminer dans quelle mesure les troupes marocaines sont prêtes à recevoir des armes et des équipements plus sensibles et nécessaires de toute urgence. Je crois que le général Milley était au Maroc pour mettre le doigt sur une zone géographique pour dire qu'elle est assez stratégiquement importante. En outre, tout le monde au département de la Défense et au commandement des États-Unis pour l'Afrique partagera le point de vue selon lequel il faut vraiment prêter attention quant à cela. En ce qui concerne l'accord nucléaire, nous constatons que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est rendu à Téhéran dernièrement et a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a déclaré que sa mission était d'inspecter uniquement si l'Iran produit des matières nucléaires adaptées à la fabrication d'armes ou de produire des matières nucléaires à usage civil. Il a déclaré également que sa mission n'était pas de juger si l'Iran pouvait le faire ou non, car il s'agit d'une affaire politique. Et à son retour, il rencontra les gouverneurs du conseil de l'agence pour assurer l'accès aux sites nucléaires comme promis par l'Iran. J'en conclus que l'Iran essaie d'utiliser l'accord nucléaire comme un obstacle pour empêcher l'Occident d'agir contre le régime iranien sous prétexte qu'un tel accord pourrait être conclu. Quant au président Biden, il est difficile d'imaginer qu'il puisse demander au Congrès de lever les sanctions. Comme l'ont dit le journaliste King et le chroniqueur Landry, le Congrès a un autre point de vue. Même les démocrates diront à Biden « Voulez-vous sérieusement lever les sanctions contre l'Iran ?» Même si vous excluez l'accord nucléaire, ce que fait l'Iran en envoyant des drones au Polisario constitue une atteinte flagrante à la paix et à la sécurité internationale.
En ce qui concerne la possibilité d'inscrire les gardiens de la révolution iranienne sur la liste des groupes terroristes, regardons le Parlement européen qui n'est pas comme l'Union européenne. Le Parlement européen a voté à près de 99% pour désigner le corps des gardiens de la révolution iranienne comme groupe terroriste. Cela se produit en Europe qui va maintenant de l'avant après que 8 pays européens ont subi des attentats terroristes. I'm going to have to cut you off there. Mushahideen al-Kiram, look, we're at the point now where Morocco, where Iran is trying to do Permettez-moi de vous interrompre, nous arrivons malheureusement déjà au terme de cet entretien. L'Iran essaie de faire contre le Maroc ce qu'il fait au Yémen, au Liban et en Syrie, c'est-à-dire une guerre par procuration en utilisant ses forces et ses mandataires en Algérie et dans les camps de Tindouf pour déstabiliser un pays ami de la communauté internationale. J'entends ici le Maroc. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Et je pense que les États-Unis sont déterminés non seulement à défendre le Maroc, mais comme l'ont dit le docteur Ramesh et l'ambassadeur Lincoln, à faire payer un lourd tribut à quiconque, que ce soit le Polisario, l'Algérie ou l'Iran, ciblerait nos amis, car cela constituerait une escalade dangereuse. Nous avons vu l'ampleur des destructions que peuvent provoquer les drones iraniens en Ukraine, et nous ne voulons pas que cela se produise en Afrique du Nord. Il existe vraiment une volonté d'empêcher que cela se produise. C'est un sujet troublant qui va, j'en suis sûr, faire l'objet d'une extrême attention dans les semaines et les mois à venir. Je tiens à remercier mes invités, le Dr Llewellyn King, l'ambassadeur Lincoln Bloomfield, le Dr Ramesh Separad et notre chroniqueur George Landwitt. Merci à vous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.